Habillage à l'américaine, on se remet bien. Là, ça va être la petite introduction pour YouTube, évidemment. Si je vous dis bonjour, tant mieux si vous venez d'arriver. Sinon, je vous ai déjà dit bonjour, effectivement. Je retrouverai ça très concrètement et je vais le retrouver en mettant un petit timecode qui sera à pile 1 heure. Donc, comme il est à pile 1 heure, on est tranquille. Messieurs, dames, The Creator, le retour de Monsieur Gareth Edwards. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous, bonjour. Si vous nous regardez demain ou les prochains jours ou les prochaines semaines, s'il est entre 10 h et 19 h, cette intro est très longue. Bonsoir pour tous ceux qui sont en direct. C'est le retour des lives sur Twitch. N'hésitez pas, je mettrai évidemment en commentaire épinglé puisque vous allez avoir cette rediffusion sur YouTube, sur la chaîne secondaire. J'hésiterai pas à remettre évidemment le lien de ma chaîne Twitch pour que vous puissiez voir aussi les directs. Nous sommes en direct, c'est la même chose que sur YouTube, sauf que cette fois c'est sur Twitch, habillage différemment. Mais on est toujours là pour parler de The Creator. Aujourd'hui, on va parler de Gareth Edwards. Ça va faire vraiment plaisir. Nouveau petit décor pour l'occasion, évidemment. Bim. Voilà. Le très élégant, il faut le dire. Monsieur John David Washington, personnage principal donc de notre film du soir. The Creator que je suis allé voir cette semaine. Je le disais donc il y a déjà pas mal de temps et je leur dirai encore. J'aime beaucoup le cinéma de Gareth Edwards. Je ne sais pas ce que vous en pensez évidemment dans le chat. J'aime beaucoup le cinéma de Gareth Edwards depuis ses débuts. Monsters, je trouve qu'il y avait un côté ultra poétique qui se dégageait de ça. Déjà l'art du gigantisme, hein, il y avait quelque chose dans sa réalisation qui était hyper intéressant. Mais d'un autre côté, il y avait aussi beaucoup de poésie. On le retrouve encore dans The Creator avec finalement qui est comment vous dire le véritable antagoniste. Est-ce que c'est l'être humain ou est-ce que c'est la machine? Au début on pense que c'est la machine, vous verrez qu'à la fin c'est beaucoup plus orienté autour de l'être humain. On l'avait aussi vis-à-vis de Godzilla avec les mutos, hein, qui le muto voulait se reproduire, etc. Il y avait un système d'amour entre les deux, justement, qui était poétique même dans Godzilla, et on se rendait compte que les humains étaient beaucoup plus décadents et beaucoup plus dangereux pour la planète qu'un Godzilla qui était là pour nous défendre. Évidemment, Monsters, on était sur des créatures là aussi très poétiques. Il y a l'art Monsters de créer justement quelque chose d'intéressant et qui est de l'ordre déjà de la science-fiction. Et dès ce premier film-là, j'ai adoré le cinéma de Gareth Edwards. C'est un réalisateur, là aussi j'en ai beaucoup parlé, que je rapproche beaucoup de Matt Reeves. Neil Blomkamp, et alors, la vibe Neil Blomkamp est énorme quand on pense à The Creator, forcément. Parce qu'il y a voilà, beaucoup de Chappie, il y a même un petit peu le côté univers de la planète Terre déstructurée, un petit peu froide, angoissante, un petit peu à la District 9, avec des immensités désertes, etc. Enfin, c'est une terre un peu aride, néfaste. Enfin, je trouve qu'il y avait un truc dans The Creator qui m'a beaucoup fait penser à Neil Blomkamp. Voilà, c'est les 5 quatuors. Blomkamp, Reeves, Gareth Edwards et Denis Villeneuve. Denis Villeneuve étant aujourd'hui à un stade au-dessus dans sa carrière et évidemment énorme. On a une direction, voilà, comme dit Preach, une direction artistique dans The Creator qui rappelle pas mal Chappie, qui peut aussi par moments aussi dans les plans contemplatifs, etc., rappeler du Denis Villeneuve ou du Rogue One, parce que Gareth Edwards c'est aussi Rogue One. Gareth Edwards jusque maintenant pour moi, on est vraiment dans l'art du parfois contemplatif, dans l'art du gigantisme, il le fera encore, hein, dans l'art de montrer les choses à hauteur d'homme, ce qui est très intéressant. Rogue One, le film est montré à hauteur d'homme la plupart du temps, de la manière dont c'est filmé, c'était une première hein, dans l'univers de Star Wars, ou presque. C'est la même chose là sur une scène en particulier où l'armée américaine arrive dans le camp de Ken. Alors je sais jamais si c'est Watanabe ou Watabene, donc vous me direz dans le chat, mais il arrive dans ce campement-là, il y aura des spoils évidemment, hein, puisque c'est la critique avec spoiler. Il arrive à un moment donné dans le campement et là on voit des espèces d'immenses vaisseaux, d'immenses chars, mais complètement futuristes qui viennent broyer un petit peu les espoirs des, euh, des intelligences artificielles. Là aussi, hein, on retrouve un petit peu ce qui donnait notamment sur ce qui arrive dans Rogue One avec ce gigantisme filmé à hauteur d'homme. Il y en a moins dans The Creator, mais quand même. Et c'est un mec que je mets un peu dans la même catégorie. Pas forcément pour leur filmographie respective. Parce que c'est vrai que Denis Villeneuve, comme le dit la douceur, Papy Villeneuve, Denis Villeneuve et Papy Douceur vient de nous le dire, mais
Denis Villeneuve, il a beaucoup plus de films à son actif que les autres, et il a quasi que des films cultes. Il a été dans tout, il a absolument tout réussi, il a une notoriété aujourd'hui qui est beaucoup plus impressionnante. Matt Reeves, ça commence à venir. Lui aussi a des très bons films à son actif, ça commence à venir de plus en plus. Neil Blomkamp, on sait les difficultés qu'il a eues au fur et à mesure, notamment à cause du projet Alien, etc., des difficultés de ses anciens films, même si pour moi, Neil Blomkamp n'a pas fait de mauvais films, hein. Même Elysium, je le trouve assez intéressant. Il y a un petit peu d'Elysium aussi hein, dans The Creator. Et puis, on a Gareth Edwards, où c'est que je crois son quatrième. Vous me direz dans le chat hein, s'il y a peut-être un petit court-métrage ou un autre long-métrage peut-être avant que j'ai oublié, mais j'ai l'impression que c'est Monsters, Godzilla, Rogue One et The Creator. Donc 4 grands films à son actif, effectivement. Et puis quelque chose d'assez grandiose dans la science-fiction. Aujourd'hui, je pense que ces 4-là sont indéniablement des maîtres de la SF. Très clairement. Même Neil Blomkamp, voilà, on verra District 10 ce que ça donne, parce que je crois que le projet est toujours en construction. C'est des mecs qui ont prouvé, qui ont chacun au moins fait un chef-d'œuvre dans l'ASF ou autre. On peut penser à The Batman pour Matt Reeves. Cloverfield, pour moi, c'était un petit bijou du genre, hein, avec le budget qu'il avait. Se faire un film comme ça, en footage, mesuré, en voyant très peu de fois la créature, mais avec un côté, encore une fois, la créature, c'était pareil, il y avait une nuance. Des créatures, oui, enfin, elle est là, elle est perdue, elle est dans un environnement qu'elle connaît pas. En plus, apparemment, je crois hein, que c'était un juvénile. Alors que tu te dis, ah putain, oui, bah au final, lui, il essaie juste de s'en sortir. Il est dans un environnement qu'il ne connaît pas. Est-ce que ça en fait véritablement un monstre? Pas forcément, c'est un concours de circonstances. Il y a des choses qui sont toujours hyper pertinentes et qui rassemblent, je trouve, un peu les 4, où ils ont aussi tous touché à tout. Alors, beaucoup plus Denis Villeneuve, mais Matt Reeves commence un peu à avoir touché à tout aussi, entre La Planète des Singes, Cloverfield et The Batman. Gareth Edwards. C'était Monsters, Rogue One, The Creator. Lui c'est plus de la... Oui, Gareth Edwards, c'est quand même plus de la SF. Le film de monstre et le film de SF, il s'y connaît bien. Vraiment, Denis Villeneuve, qui est entre guillemets au-dessus du lot. Mais je les vois un peu dans la même génération, un peu dans les mêmes moods, un petit peu dans voilà, certains styles assez similaires de temps en temps sur le fond et sur la forme. Et du coup, effectivement, c'est pour vous dire, hein, introduction longue, mais 4 réalisateurs, 4 cinéastes qui ont leurs pattes à part entière, qui parfois naviguent un peu dans des thèmes qui peuvent être assez similaires, qui parfois pondent des chefs-d'œuvre, souvent même avec certains d'entre eux. Et là, aujourd'hui, on est sur le retour de Gareth Edwards, longtemps après Rogue One, très longtemps après. Parce que là, il y a quand même quelque chose de fondamental à déclarer. C'est que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Gareth Edwards faire un long métrage cinématographique avec une telle ampleur. Le dernier, c'était Rogue One, et il avait eu une période d'attente qui était assez longue. Rogue One, c'était 2017, 2016, 2017, si je dis pas de conneries. Peut-être même... Non, pas fin 2015. Non, fin 2015, c'était Star Wars 7. Donc ça devait être 2016, je pense. Hiver 2016, à mon avis, ça devait être, si mes souvenirs sont bons, Rogue One. Ça faisait quand même 7 ans, c'est énorme pour un réalisateur, ça se voit qu'il compte sur ses projets. Et là, on arrive sur The Creator, et il y a beaucoup de choses à dire dessus. Sur le fond et sur la forme. Sur la forme, je trouve que Gareth Edwards n'a rien perdu, c'est un bijou de réalisation. Dans le côté contemplatif. Dans le gigantisme de certaines séquences, encore une fois, qui fait moins, mais qui marie très bien. Dans la créativité et la richesse comment dire, de l'environnement et de la manière dont il va dépeindre la Terre en 2065. Il y a une forme photographique, visuelle, créative et de réalisation qui est extraordinaire. Sur le fond, on va y revenir en détail bien sûr sur tout ça, mais sur le fond, c'est bien. C'est pas... J'ai pas trouvé ça novateur ou transcendant. Dans le sens où la plupart des thématiques qui sont abordées, notamment, est-ce que l'humain est pas plus difficile est pas plus sanglant, plus difficile et plus dangereux que la machine? Est-ce que les machines peuvent avoir des émotions? Est-ce que on est capable aujourd'hui d'atteindre un tel niveau dans l'intelligence artificielle? Les raisonnements qui vont en découler? Est-ce qu'on peut faire confiance aux robots, la robotique, etc. Westworld l'a fait, il l'a très bien fait. iRobot l'a fait, il l'a bien fait.
AI, intelligence artificielle, l'a fait, elle l'a bien fait. La liste est longue des films qui, abordent à peu près les mêmes thématiques. Et c'est vrai que du coup, dans ce film-là, tu regardes ça et tu te dis, on part sur une histoire aussi qui est une histoire d'amour. On parle sur une histoire, moi, qui me touche énormément. Bah, c'est celle aussi de la quête du père, de quelqu'un qui pense avoir sa femme mourir avec son enfant et qui va trouver justement une petite fille et qui va s'en occuper et qui va faire au final un transfert. Et on voit à la fin du film que c'est pas un transfert parce que c'est littéralement la version robotique de son enfant tel qu'il aurait dû naître finalement, puisque son enfant est réellement mort et sa femme a réellement perdu son petit. Donc il y a tout ce rite initiatique là. Le problème, au lieu par exemple, au-delà, pas au lieu de ce que dit Preach sur de grosses cordes parfois pour avancer ou pour sauver les personnages, je l'avais déjà lu, je trouve que c'est vrai, Gareth Edwards a du mal à mettre en avant des personnages et il manque certaines choses pour que les personnages soient attachants, emblématiques et à la hauteur du récital qu'est son film d'un point de vue visuel et créatif. C'était déjà le cas sur Rogue One, où il n'y a pas vraiment de personnage transcendant à part Vador, peut-être éventuellement Felicity Jones. Et à la limite, je l'ai revu il y a pas longtemps et je l'ai revu un peu à la baisse, hein, l'antagoniste principal qui est un peu caricatural, en mode tu parleras de moi, l'empereur, tu parleras de moi. Je trouve qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Mads Mikkelsen fait le minimum syndical parce qu'il n'a pas grand chose à faire. Forest Whitaker fait un très bon Saw Gerrera, mais tu vois l'ampleur du personnage de Saw Gerrera dans toute la saga Star Wars. C'est pas dans Rogue One que c'est le plus frappant, c'est sur tout ce qu'a fait Forest Whitaker sur le personnage dans l'ensemble de tout ce qu'il a pu faire, qu'il le rend bien. Il y avait les deux personnages qui ont un peu les maîtrises de la force, dont un qui est aveugle, qui est pas mal dans les personnages secondaires. Godzilla, bon bah ça tournait pas vraiment autour des personnages, donc ok. Monsters, il y a deux personnages principaux, mais c'est plutôt voilà, la beauté des monstres justement et les twists qui sont intéressants. Là c'est pareil, on a les deux personnages qui sont là, donc Alfie et Joshua. Le prénom de Joshua d'ailleurs je le trouve assez intéressant dans le lore et dans l'idée, tu vois. Joshua et Alfie, ces deux personnages sont intéressants, mais tout ce qui va graviter autour est très secondaire. Et je trouve que ça manque de corps. Les personnages manquent de corps, l'histoire manque un petit peu de corps, parce qu'on voit pas suffisamment ce quotidien en 2065, pardon. On voit pas suffisamment ce qui a emmené à l'intelligence artificielle à être contre nous. On a une brève aperçu de... Ah, au fait, t'es au courant, hein, mais les actions qui ont été menées à détruire Los Angeles, parce que dans le film, Los Angeles est détruit, c'est pour ça que les humains entrent en guerre contre les machines. Ah, c'était pas les machines, hein, c'était une erreur de codage. Ah ouais, hein, nous, on n'aurait jamais fait ça, on n'aurait jamais fait de mal aux humains. C'est léger un peu, tu vois, c'est des trucs qu'on a déjà vus sur est-ce que finalement le robot, il est pas mieux que l'être humain sur de pas mal de constats, tu vois, je veux dire, je trouve que ça va pas suffisamment au bout des choses, il y a un potentiel qui est indéniable, mais ça manque de corps, ça manque de profondeur, ça manque de réalisme. Peut-être de créativité, non pas cette fois visuelle, mais dans les trains de vie, par exemple, des humains et des intelligences artificielles. J'aurais aimé voir ça avant l'explosion de Los Angeles, avoir un vrai prélude. C'est un film qui dure 2h13, qui est assez long. J'aurais aimé qu'il y ait un vrai préambule qui permette de mettre plus de corps à comment on en est arrivé là, avant que ça explose tout de suite. Alors après, Gareth Edwards, il l'avait déjà fait dans, je sais plus dans Monsters, mais il l'avait déjà fait dans Godzilla. Là, on part pareil avec une introduction en images d'archives, etc. Puis bam, d'un coup ça explose. C'est pas mal. C'est pas mal. Dans l'idée, parce que ça te met direct dedans. Maintenant, bon, c'est vrai que comme ça manque de corps, il y a aussi certaines longueurs par moment. C'est plutôt un rite initiatique de John David Washington qui va essayer de retrouver sa femme et de retrouver sa fille. Ce qui rend le film évidemment émouvant. Il y a notamment une scène, pour ceux qui ont vu le film, celle-là je la spoilerai pas au cas où Madame Artworks va voir le film à l'occasion. Il y a une scène dans le vaisseau qu'ils appellent le Nomade, entre John David Washington et la petite, qui est vers la fin du film, qui m'a pas mal pris là, vraiment. Genre, mais parce que bon, moi en même temps, des rapprochements, je suis pas objectif, mais des rapprochements et des histoires qui traitent d'un père et d'une fille, bah ça me prend toujours là, mais cette scène-là est forte. Je trouve que le jeu de la petite, d'ailleurs, j'ai pas le nom de l'actrice, est phénoménal. Je trouve que le jeu de John David Washington est très bon. On vit dans un monde où des gens trouvent que John David Washington n'est pas un bon acteur, hein. Bon, ouais, pourquoi pas. Mais non, moi je l'ai trouvé vraiment très fort. Et il y a du potentiel parce que ça sent vraiment le film où il y a un lore. Ça sent vraiment le film où tu le regardes à la fin, il pourrait y avoir une continuité, il pourrait y avoir d'autres choses, etc. Je demande pas à ce qu'il y ait des suites, ou parce qu'on en a marre des suites, des reboots, des trucs, des machins, des spin-offs. Mais tu sens que ça pourrait être élargi, donc c'est pour vous donner une idée du potentiel
où on est resté, j'ai l'impression, un petit peu en surface des choses quand même. Il n'y a pas beaucoup de détails sur ce qui se passe dans leur monde. Il y a un truc que j'ai trouvé marrant, par exemple, dans le genre détail, il n'y a pas beaucoup de séquences dans des villes. Pourtant, toutes les séquences dans des villes, c'est extrêmement futuriste, c'est soigné, il y a la mixité entre les humains, ce qu'on appelle les simulants, je sais plus exactement, enfin c'est ceux qui sont des robots mais avec un visage d'humain, il y a que le crâne là qui est robotique, sinon le reste du corps est comme un humain, quoi, même si c'est un robot à l'intérieur. Et il y a les robots première génération traditionnels qui font très de chapi pour le coup. On voit tout ça, tout j'ai plus le nom. C'est pas ce melting pot, voilà, entre guillemets. Mais ça va pas au bout des choses. Il y a quelques détails, moi, qui me frappent, le design des voitures, notamment, ou le fait qu'à un moment donné, on ait des robots qui regardent des robots stripteaseuses. Et en fait, ça, c'est une toute petite séquence où, en hologramme, t'as des robots stripteaseuses. Mais je vous parle pas de robots femmes, style AI, intelligence artificielle, des robots comme Chappie. Des vrais robots, quoi. Et en fait, tu les vois en train de se trémousser, vite fait. Et en fait, tu vois les robots autour bah, qui font leur ronde et qui mettent ça pour... Et je me dis, bon, au-delà du fait que ce soit du striptease ou des voilà, ou que c'est marrant parce que tu te dis, bon voilà, ben ça augmente le lore sur jusqu'où les robots sont capables d'aller pour être comme nous. Tu vois, sur jusqu'où les robots sont capables d'aller pour aller chercher plus loin dans l'humanité, pour voir comment ils se sont acclimatés à la vie des humains. Est-ce qu'ils sont capables d'avoir des sentiments? Est-ce qu'ils sont capables de ressentir des choses? Tout ça, c'est assez effleuré finalement. C'est comme si c'était... Tu vois, c'est ça le paradoxe. C'est comme si le film nous disait, bah oui, évidemment, qu'ils ressentent des trucs, alors que tout le début du film consiste à te dire, non, c'est que des programmes. Et j'ai trouvé que ça manquait de nuances, en fait, et que ça manquait d'un petit je ne sais quoi, d'un petit quelque chose supplémentaire pour que vraiment, en tant que spectateur, on se dise, d'accord, t'es allé au bout de ce que tu voulais faire, et t'es vraiment en accord total avec pourquoi aujourd'hui les humains sont en guerre contre eux. Qu'est-ce qu'il y aurait de particulièrement néfaste chez les intelligences? On les appelle pas les robots, hein, on les appelle des IA, donc des intelligences artificielles. Comment ils en sont arrivés là? Quels ont été les styles d'acclimatation qui ont fait que le programme a peut-être eu des développements plus? Alors c'est peut-être pas le but de montrer ça, parce qu'encore une fois, je pense que le rite de John David Washington avec la petite fille, et puis le but de détruire le nomade, etc., et de faire avancer l'histoire est intéressant. Il m'a manqué, sur le fond, il m'a manqué des trucs, et alors, c'est très, 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 très convenu. Je me suis attendu à tout ce qui se passait dans le film. Du début à la fin. Du début à la fin. Les twists, les... les revirements de situation, les dénouements, la conclusion. C'est très beau et émouvant. C'est un film qui est très émouvant, qui est très beau, hein, où il y a vraiment un beau fond derrière. Et qui dit beau fond, qui dit... Bon ouais, donc on s'attend à peu près à tout, quoi. Tu te doutes bien qu'à un moment donné, ça va se terminer comme ça, comme ça. Bah moi, ça me dérange dans le sens où c'est un film qui essaie de t'emmener vers divers twists, quand même. Je trouve ça dommage. Dès qu'il voit la gamine, qui a 4 ans et demi, 5 ans, tu vois, avec son truc là, comme... Que même si c'est un robot, tu te doutes, en fait, que c'est une copie de la... Qu'il y a un petit twist supplémentaire derrière. Tu vois? Qu'il y a un petit truc qui te fasse au moins te poser des questions. Qu'on se dise, est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il va se sacrifier ou non? Est-ce qu'il va réussir sa mission ou pas? Parce qu'en fait, c'est fait de telle manière que tous les codes sont faits à ce qu'on se dise, ouais, non, c'est chill en fait, c'est tranquille. Et ça m'a manqué un peu. Je trouve que ça manquait un petit peu là, pareil, de profondeur narrative pour prendre le spectateur de temps en temps à contre-pied dans une histoire qui ne mérite pas forcément d'être convenue, mais plus nuancée que ça. Et c'est vrai que la conclusion, du coup, ouais, on a une conclusion qui est assez proche de Rogue One, qui est très proche de Rogue One. Peut-être un petit peu plus positive, peut-être un petit peu plus positive, mais qui est très proche de Rogue One. Un dernier plan, d'ailleurs, qui est pas très loin d'Aérobot. Hein. Si tu pars par là, le tout dernier plan, tu peux penser un peu à Aérobot. Donc oui, c'est vrai que les thématiques qui ont été abordées dans le film ont été déjà faites et en mieux, et en plus novatrices, et en plus percutantes. C'est facile quand tu as toute une série qui s'appelle Westworld pour développer ta série en plusieurs saisons. C'est facile quand tu as intelligence artificielle ou tu es un peu un des précurseurs, et ou d'un autre côté, bah, tu as Steven Spielberg à la réal. Voilà.
Il n'empêche que derrière, les acteurs sont très bons, on s'attache très rapidement notamment à John David Washington, parce que le personnage de Joshua, c'est aussi de temps en temps par flashback, et il y a une vraie alchimie entre lui et sa femme, notamment l'actrice qui joue sa femme, et entre la petite fille, où c'est immédiat. Mais pareil, dans la manière de jouer, dans la manière de se décrire, etc. Est-ce que tu parles notre langue? Est-ce que si? Est-ce que ça? Je veux dire, c'est toujours mieux fait que dans 65. N'allez pas me dire l'inverse. La plupart, 65 l'a fait aussi. 65, c'est un père voilà, qui est loin de sa famille et qui va trouver une petite fille. Il va y avoir un rapprochement un peu paternel. Au début, ils se comprennent pas. Puis au final, ils vont réussir un petit peu à se comprendre. Et puis, il va y avoir un cheminement, un rite entre voilà, les deux. C'est à peu près on en est à peu près dans ce style-là. Pas dans la narration, parce que on est à des années-lumière, hein, The Creator quand même. Mais dans la manière dont c'est mis en scène. Avec toujours à peu près les mêmes. On a toujours un petit peu les mêmes manières d'aborder les rencontres et le duo d'un père qui va trouver le statut de la fille. Au début, il veut pas s'en occuper, puis il s'en occupe de force, puis elle a quelque chose à lui donner, donc il va s'en servir, puis il va se prendre d'attachement pour elle, etc. C'est intéressant, c'est beau, c'est poétique. Il y a rien de négatif vraiment à dire dessus parce que c'est bien fait. Le seul truc où on peut être un peu patatillon, c'est qu'effectivement, plusieurs fois, je me suis dit, ça sent un peu le déjà vu, et c'est convenu. C'est-à-dire que vous me sortez des trucs qu'on a déjà pas mal vus, hein, dans des tas de domaines et dans des tas de genres différents, et en plus, il n'y a pas de rebondissement, donc c'est un peu dommage. Pour moi, c'est pertinent parce que je vois un Gareth Edwards qui a de la passion et de l'empathie pour l'être humain, et c'est pour ça qu'il filme ça de manière prévisible. Alors qu'il ait de l'empathie pour l'être humain, oui, oui, c'est un film qui est... Globalement, c'est un film qui est malin, parce que c'est un film qui aussi te montre qu'à un moment donné, les IA, attention, c'est aussi le propos, hein. On est en train de jouer là pour l'instant. Alors, on rigole avec ChatGPT, etc. Machin. On est en train de jouer avec l'intelligence artificielle et jusqu'où on peut aller. Attention à ce que ça ne devienne pas Terminator. C'est con, mais ça peut arriver. On ne sait pas où on en sera en 2065 vis-à-vis de ça. Euh, des robots, des intelligences artificielles, du plus vrai que vrai. On ne sait pas si un jour ça finira par arriver. Ça finira par arriver. Parce que nous, on le verra, on ne sait pas. Il y a ça. Il y a aussi, deuxième thématique où là je suis pas forcément d'accord, l'être humain peut être pire. Très clairement. Mais l'autre configuration, c'est par le prisme de l'intelligence artificielle peut de temps en temps être plus humaine que l'humain. Ne soyons pas trop négatifs avec l'humain parce que l'humain est encore capable d'apporter des bonnes choses. Pareil, d'un point de vue d'une multitude de plans contemplatifs qu'il peut y avoir, ou de plans larges, ou de capacité à tourner dans des véritables décors, des rizières. Attends, tu voyages, hein, avec The Creator, c'est vrai que très concrètement, tu as des plans qui sont absolument sublimes. Ça, c'est indéniable. Et tu le vois aussi par rapport à le choix de la Nouvelle-Asie et le choix de tourner dans des choses comme ça, etc. Je trouve ça drôle parce que c'est vraiment mêler toute la beauté du paysage de la Terre et faire en sorte que ces endroits-là soient les derniers endroits qui sont des havres de paix pour les robots, alors que la technologie, les robots, les trucs, les machins sont en train de détruire la planète parce que l'être humain détruit la planète au fur et à mesure où la technologie augmente. C'est assez drôle. Je trouve que le gap est intéressant dans ce que fait Gareth Edwards, en mode le dernier havre de paix des robots, bah, c'est un havre ultra luxuriant, où le havre ultra luxuriant, on lui permet d'avoir ce qui est entre guillemets un peu en train de détruire, quoi. Pas les robots évidemment, mais un peu bah, l'être humain et bah, les routes, les constructions, et voilà, que la planète se meurt, c'est pas un débat, hein, c'est relativement réel. D'ailleurs, j'aurais pas dit non à ce que Elfie fasse preuve d'un peu plus de caractère, je la trouve un peu plate sur une grosse partie du film. Oui, mais parce que c'est un programme, programmé, au début. Est-ce qu'à un moment donné, il y a peut-être une faille dans le programme? Comme, je crois que c'est dans Westworld qui fait ça beaucoup, à un moment donné, quand ça vrille et que... Ah non, c'est peut-être pas Westworld. Ah ben non, c'est Détroit. Become Human, les déviances. Ça, c'était génial. Ah bah voilà, Détroit Become Human. Tu veux un truc qui est extraordinaire dans le genre, prends les déviantes Détroit Become Human. Peut-être qu'à un moment donné, il fallait mettre plus de corps là-dedans. Le, le robot, petit, a eu sa déviance quand John David Washington lui a appris à... Voilà. Au début, c'était à regarder des dessins animés, des trucs comme ça, etc. Mais là, voilà, tu vois, c'est... on est dans Detroit Become Human, un chef-d'œuvre de narration robotique où t'as un début, un milieu, une fin, où tu comprends vraiment comment ils en arrivent là.
Là, ouais, tu vois que les robots, ils ont commencé à avoir de l'empathie, même si les humains nous disent que non. Est-ce que c'est du déni parce qu'ils veulent pas le croire? Est-ce que si? Est-ce que ça? On sait pas trop. Pourtant, le fait est que eh ben, ça joue dans l'idée. Peut-être qu'elle a eu sa déviance à ce moment-là. On est peut-être sur un principe de déviance aussi. Mais c'est, moi, je trouve ça très pertinent du coup. Très pertinent. Je demande pas une Ellie 2.0, mais pour comparer, on a pu avoir une Alfie dans le style d'une Omega de The Bad Batch. Elle l'est plus vers la fin, mais elle l'est plus vers la fin, peut-être parce que justement, bah, John David Washington lui permet d'eux. On sait pas exactement comment elle a vécu. On sait pas comment les, les gars qui l'ont pas créé, mais enfin voilà, de la manière dont elle a été faite, l'ont éduquée en 5 ans. Truc un peu manqué d'ailleurs, le film nous montre que les androïdes veulent la paix. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas profité de ce cadre et du contexte pour montrer réellement des humains collaborer avec des robots. Oui, oui, c'est des... Bah oui, l'envers du décor est hyper dommageable. L'envers du décor est dommageable et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu plus à se mettre sous la dent à ce niveau-là et qu'on n'ait pas eu plus de nuances. On le voit que les humains, notamment en Nouvelle-Asie, collaborent avec les robots qui sont proches des intelligences artificielles. Il y a un pote de John David Washington qui est amoureux d'une IA, etc. Mais ça, on le voit peu. C'est dévoilé, c'est expliqué. Hein, on l'explique, genre, on vous dit en une phrase, hein, littéralement dans le film. Vous inquiétez pas, ils travaillent avec eux, ils vont pas nous aider. Chez eux, vous êtes l'ennemi. On voit que tous les humains qui viennent, ah bah ils sont tous, en plus, voilà, ils sont tous assez caricaturaux, hein, les humains qui sont avec John David Washington. Ah, c'est tous des méchants. La plupart sont armés jusqu'aux dents. Donc bon, voilà, on aurait pu être un petit peu plus, je pense, nuancé quoi sur l'idée. Agréablement surprenant de voir un Edwards beaucoup plus proche de ses personnages humains par rapport au reste de sa filmo. Euh, Oui, oui, alors oui et non. Il est plus proche de deux ou trois personnages, le reste reste très secondaire. Après Godzilla, bah, le plus important c'est Godzilla et les mutos. Bon, les personnages, tu vois bien qu'ils s'en foutent. Monsters, bah, c'était de montrer la poésie des monstres. Et je vais même aller plus loin. Est-ce que c'est pas plus mal que dans Rogue One, les personnages soient éloignés et que finalement ils nous intéressent pas tant que ça? Parce que l'histoire, la trame même de Rogue One, c'est quoi? C'est la mission. Personne ne doit être au-delà de la mission. Personne ne vaut plus que la mission. Les vies peuvent être sacrifiées. Et c'est ce qui se passe, parce que tout le monde meurt dans Rogue One. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Il n'y en a pas un qui survit dans le lot. Donc forcément, il n'est pas proche de ses personnages. C'est pas le but. C'est comme dire à Spielberg, ah, dis donc, dans Jurassic Park, tu mets plus en avant les dinosaures. Oui, bah Spielberg vous le dira, le but c'était de mettre en avant les dinos, les personnages, je m'en foutais un peu. Euh... Cela dit, les personnages ont quand même donné à la Grant, Ellie Sattler, Ian Malcolm, donc même Spielberg, quand il en a rien à foutre de ses personnages, il crée des personnages cultes. Mais voilà, dans Rogue One, le propos était justement d'appuyer l'idée que tout est sacrifiable, pour la rébellion, on peut mourir, on envoie des gens au charbon, et c'est comme ça. Et bah, moi j'aime l'idée. J'aime l'idée. Donc on peut pas trop lui en vouloir non plus, c'est ce que je disais, ça manque de corps au niveau de ses personnages, mais Monsters, Godzilla et Rogue One, c'était pas le but. Là, bah, ça manque de corps dans l'histoire, dans les personnages. Là, je suis d'accord avec toi, Léo. Il est plus proche des personnages, c'est un peu plus intéressant. Il y a plus de profondeur dans John David Washington que dans tous les personnages principaux des films d'avant. Il y a plus de corps et de profondeur dans la petite fille, et puis même dans sa femme, les flashbacks, etc. Oui, le cliché des personnages secondaires m'emmerde un peu, tu vois. L'Amérique encore moche et méchante, voilà, qui bombarde un peu tout à gogo. Tu veux dire peut-être un peu plus de nuances à apporter là-dedans. Maintenant, ça reste visuellement extraordinaire, ça reste un bon film. Hein. Attention, on est sur du haut panier en termes de science-fiction. Et là, on va parler un petit peu des points positifs parce qu'on va passer à la forme. Alors là, bah, c'est Gareth Edwards, quoi. Ah, vous voulez du plan large. Vous voulez du plan à hauteur d'homme. Du gigantisme, des effets spéciaux extraordinaires, une direction artistique fabuleuse, des couleurs, une photographie minutieuse. Chaque plan est étudié à la perfection. C'est de la grande science-fiction. C'est de la grande science-fiction.
Oh, t'as des décors naturels. Enfin, on nous disait, voilà, Sylvain qui nous disait 80 lieux de tournage. On filme sur décors naturels. On va mêler décors naturels et justement effets spéciaux. Il y a des villes futuristes à n'en plus finir. Los Angeles, moi, il y a un plan qui m'a marqué, c'est Los Angeles avec le Ground Zero, l'espèce d'immense cratère. C'est-à-dire que Los Angeles a été à moitié éclaté. Ah, t'as Los Angeles qui vit à gauche, un immense mur, et Los Angeles à droite, et t'as encore des gens aujourd'hui, 5 ans après, qui vont regarder s'il n'y a pas des robots, des IA qui sont encore vivants à l'intérieur. Bah, c'est notamment le métier de John David Washington avant de partir en Nouvelle-Asie, et puis qui prennent les plaques ou qui regardent si à un moment donné on peut pas scanner des gens pour savoir qui était à tel endroit. Ah, tu te dis, waouh, vous avez fait ça pendant 5 ans, et à 5 ans après, les décombres sont toujours pas. Ouais, ça, c'est des choses, j'aurais aimé un quart d'heure, 20 minutes de plus pour nous le montrer, quoi. Mais comme dit Sylvain, ouais, c'est un film à regarder sur grand écran. C'est pour ça, mon amour, si t'as l'occasion d'aller le voir, parce que tu m'as dit que tu comptais peut-être y aller, il faut y aller. C'est un film à voir sur grand écran. Rien que pour, pareil, la BO qui match parfaitement avec, un peu trop imposante de temps en temps, pas en ce qui concerne la BO, mais en ce qui concerne les morceaux utilisés. Par contre, je sais pas si t'es toujours là, mon cœur, mais il y a un plan de nuit, une transition sur Radiohead, Everything in the Right Place. Les frissons, les frissons. Mais vraiment, hein, déjà, premier réflexe, mon cœur, je t'aime. Parce que vraiment, maintenant j'entends Radiohead, je suis en mode, bon voilà. Deuxième truc, c'est, ah bah ouais. Et là, en fait, tu te dis, Gareth Edwards, oui. Oui, parce que à ce moment-là, comment ça colle justement, ouais, avec le thème du film. Ça colle avec l'ambiance et le climat qui est proposé. C'est en plus de nuit ou proche nuit, euh, tombée de la nuit, donc c'est super par rapport à l'ambiance. Alors c'est fabuleux. Là, ce moment-là, là, j'étais là, genre, ah ouais, même la BO, quoi. Même la BO, hein. Bon, d'ailleurs, la fin, je l'ai trouvé un peu tirée par les cheveux, notamment sur les missiles. Genre on coupe la connexion et les missions perdent leur cible, ok pourquoi pas, mais il n'empêche qu'à cette vitesse, leur chute aurait dû causer des explosions, ils tombent comme s'ils tombent de 2 mètres, ça va sembler un peu facile. Oui, c'est vrai que ça, moi j'ai trouvé que c'était un peu incohérent aussi, je me suis même demandé si j'avais pas loupé une phrase ou deux, c'est-à-dire bon, à partir du moment où le missile est l'objectif, que le vaisseau soit désactivé et que les missiles du coup bah, perdent leur ampleur, enfin ne puissent plus tomber, d'accord, mais les missiles qui sont déjà projetés, je vois pas pourquoi ils peuvent pas. Bon, bah, pourquoi pas. S'ils sont déjà mis à feu, je veux dire. Après, c'est peut-être. On est en 2065. C'est peut-être des sigles électroniques et des trucs informatiques à l'intérieur. Ils ont tellement tout voulu bien manœuvrer que finalement, bah, il y a peut-être une couille dans le système quand tu niques la carte mère, hein. Ça, on peut pas savoir. C'est en 2065. Moi, tu vois, par exemple, c'est pour ne pas spoil ce qui se passe dans la serre dans le vaisseau à la fin. Où j'étais là, je fais bon, c'est joli, c'est beau, c'est poétique, ok, c'est une belle image. On est passé de c'est émouvant à c'est un peu larmoyant, attendu, convenu quoi. Tu tires un peu sur du larmoyant, attendu, genre bon, ouais, allez, c'est bien pour le personnage, c'est beau, allez, c'est beau. Mais là, voilà, si- t'attends aussi peut-être d'être un petit peu plus, que ce soit un peu plus détonnant quoi. Un avion qui tombe à toute vitesse, il explose au contact. C'est bizarre que les missiles respectent pas la règle. Ah oui, mais encore une fois, Pritch, on est en 2065. Un avion, ça explose parce que c'est peut-être prévu pour. Peut-être que là, le missile, il est prévu pour justement, bah, en cas de défaut, avoir une armature ou un truc qui fasse que, bah, s'il tombe et qu'il explose pas, voilà, qu'il n'y ait pas de problème. Peut-être pour des cas, bah, on ne sait pas, on n'apprend pas dans le film. Peut-être pour des cas de terrorisme ou des choses comme ça. Ça, je me dis, bon, dans la mesure où ça n'existe pas en vrai, c'est pas trop incohérent. Tu vois, on est en 2065, des missiles de cette taille-là n'existent pas. Donc voilà, on va me dire que bon, c'est maladroit. Moi, ça m'a pas choqué. Mais qu'il y ait des incohérences, ça je suis d'accord. Il y a des incohérences, il y a des moments où ça aurait pu être, je pense, un peu plus percutant dans la manière dont ils abordent les choses. Maintenant, ouais, pour revenir au visuel, c'est extraordinaire. Le visuel de la cabane sur la plage qu'ils ont, où bah, là aussi forcément, je ne suis plus objectif du tout, mais le moment où John David Washington, il est avec sa femme en train de faire des bisous sur le ventre de sa femme qui est enceinte, plus qu'il pose sa main sur une petite plage à écouter
à écouter de la musique qui date de je sais pas il y a combien d'années, voilà, avec le bruit de l'océan, la petite cabane et tout. Je suis pas objectif. Ce genre de choses, maintenant, bon, ça me parle beaucoup. Voilà, c'est des choses qui me parlent bien. Mais je trouve que même d'un point de vue de mise en scène et d'un point de vue de visuel et même de la manière dont il joue avec l'obscurité, dont il joue avec la lumière, dont il joue avec le peu de séquences d'action qu'il va y avoir, parce qu'il y en a assez peu, il y en a des un peu plus ternes que d'autres, mais globalement ça reste toujours assez riche, assez coloré et vraiment impressionnant. Et puis c'est la manière dont il va filmer les grandes entités, si je peux appeler ça. La manière dont il filme le nomade, la manière dont il va filmer ces immenses paysages au travers du nomade, la manière dont il va filmer les vaisseaux de l'US Army, la manière dont il va filmer les chars. Il y a un truc très Gareth Edwards de gigantisme, comme je le disais, filmé à taille humaine, où tu t'approches parfois, tu touches un petit peu le réalisme, quoi. Tu te dis, si seulement ça existait, est-ce que ça pourrait exister? Comment ça manœuvrerait? Il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est que tout vient du son. Ça, j'ai eu l'impression de revoir Rogue One sur la séquence de l'arrivée des AT-AT. Mais la scène où ils attaquent le village de Ken Watanabe, je crois. Je crois que c'est ça, hein, redites-moi dans le chat si c'est bien le nom. Euh, la scène où ils attaquent son camp de base, t'entends d'abord le son, ensuite t'entends les vibrations, ensuite tu vois les arbres bouger, et ils arrivent très lentement, sans musique. Lentement, lentement, lentement. Et en fait, c'est là que tu te dis qu'il sait vachement bien filmer le mécanique gigantesque. Il le faisait déjà dans Rogue One, et même... Et parce que là, c'était... Alors, alors les gars, je suis un gros défenseur de Godzilla, donc la phrase, je vais oser la dire. Gareth Edwards n'a jamais filmé mieux le gigantisme que dans Godzilla. The Creator et Rogue One ne sont pas à la hauteur du gigantisme de Godzilla. Godzilla, les gens le trash talk aujourd'hui. On a quand même oublié la séquence des parachutes. Avec j'ai des frissons rien que d'en parler. La séquence des parachutes dans Godzilla, où ils tombent sans musique, avec simplement le bruit de la guerre autour, les fumigènes partout, et les mecs qui tombent. Et en fait, par les bribes, de temps en temps, d'éclairs, de fumigènes et tout, tu vois le corps de Godzilla. Quand tu vois les pattes de Godzilla qui explose sur le sol. J'ai dit The Predator? The Creator, pardon. Ouais, c'est que je suis encore traumatisé de Shane Black. Quand tu le vois, la patte de Godzilla, à échelle humaine, depuis, je sais plus, c'est un centre commercial ou un building, tu as les trucs comme ça, tu te dis, putain, les personnages juste en face de la gueule de Godzilla à la fin, là, ça, c'est un truc. En plus, il est fort parce qu'il filme ça de manière lente. Et c'est normal. Et ça aussi, c'est bien. Parce que tout le monde ne le ferait pas. Mais ça, il le fait aussi dans Rogue One avec les AT-AT qui sont filmés de manière hyper lente. C'est normal. C'est des trucs gigantesques. Godzilla, il est monstrueux, évidemment, qui se déplace lentement. Mais tu le vois, quand il met une châtaigne et tout, quand il se déplace, c'est lent. Oh, j'adore ça. Et il apporte ce réalisme gigantesque qui est phénoménal. Pour moi, Gareth Edwards, le meilleur gigantisme qu'il a offert, c'est ça. C'est Godzilla. Revoyez Godzilla. Ok, l'histoire, les personnages, machin. Mais waouh, s'il te plaît, d'un point de vue de mise en scène, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et là, il fait la même chose. Et dans Rogue One, il faisait la même chose. C'est un mec qui sait faire ça. C'est un mec qui a plus rien à prouver là-dedans. Il sait faire ça. Et j'adore quand il fait ça. C'est vraiment un monstre dès qu'il s'agit d'arriver dans ces tout petits moments de mise en scène. Et alors, je dis tout petit moment, mais il en a quand même pas mal, hein. Il en a quand même pas mal. Et moi, j'aime beaucoup le Gareth Edwards qui nous filme du, de- du réalisme gigantesque comme ça et des décors variés, qui oublie pas aussi à un moment donné que tout n'est pas sur fond vert ou sur effets spéciaux, mais qui a aussi une manière de vivre le cinéma, qui a une manière aussi d'appréhender le cinéma pour que les gens considèrent qu'ils y sont vraiment, qu'ils puissent faire un voyage, qui est quelque chose à hauteur d'homme, qui est une patte. Enfin, j'aime bien, moi. Comment ça va, mon loup de chat? J'ai vu le film aujourd'hui et je trouve qu'il y a vraiment une patte Edwards. Il y a une immense patte Neil Blomkamp. Il y a une immense patte Neil Blomkamp. Il y a une immense patte Gareth Edwards. Il y a quelques micro-séquences de Denis Villeneuve. Bon, il n'y a pas de Matt Reeves pour le coup. Matt Reeves, je le rajoute dans le conseil des 4 parce que c'est vrai que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, à peu près de la même génération, qui est capable de faire des trucs monstrueux, puis qui a son style à lui. Tous.
Tous ont leur style à eux. Allez voir Gran Turismo. Prions pour qu'il soit encore au cinéma. Je suis même pas sûr, le pauvre film. Je suis même pas sûr qu'il va rentrer dans ses frais. C'est une catastrophe qu'un film comme Gran Turismo ne rentre pas dans ses frais. S'il est encore dans un de vos cinémas, allez voir Gran Turismo. Neil Blomkamp, il te met du Neil Blomkamp et de la mécanique là-dedans, alors que c'est pas forcément évident pour lui de le faire. C'est parce que c'est pas un film, tu vois, où tu te dis on va attendre Neil Blomkamp après District 9, Elysium et Chappie. Pourtant, il le fait. Matt Reeves, t'as son style à chaque fois. Denis Villeneuve, est-ce qu'on est encore obligé de le présenter, Denis Villeneuve? Je suis pas sûr que Denis Villeneuve, on doive encore le présenter. Mon amour, j'ai vibré. J'étais en train de regarder les chaînes suivies, j'ai vu Gros Rouge. Et je me suis dit, oh putain, j'ai vu Gros Rouge, je croyais qu'il était en live. Mes mains étaient déjà prêtes à faire le raid. Je te jure que mon live est pas fini, hein. Mes mains étaient déjà prêtes à faire le raid au Gros Rouge. Genre, pour balancer mon meilleur prime. Alors, en fait, il est pas en live, c'est juste que c'est le premier nom qu'il y a après tous les noms que j'ai. Mais j'étais déjà vraiment à ça de faire le raid au Gros Rouge. J'arrive tout de suite. Mais non, ouais, c'est un film qui est énorme. C'est un film qui est énorme. Et une question que j'ai envie de vous poser, euh, est-ce que vous le placez dans le haut du panier des films de Gareth Edwards? Il en a que 4 pour l'instant. Je vais poser les questions dans le chat. Vous savez qu'à chaque fois, on fait un petit jeu de questions-réponses. À quelle place vous le mettez pour ceux qui sont dans le chat et qui ont vu le film? Parce que je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici là, dans le chat qui ont vu le film. Je pensais qu'on serait plus. La transition en même temps entre YouTube et Twitch, je pense que sur YouTube on serait plus. Bon là c'est la transition de YouTube à Twitch hein, forcément qui joue. Mais quel classement, quel classement vous le metteriez dans la filmo pour l'instant de Monsieur Gareth Edwards? J'ai regardé un truc très rapidement là, très tranquillement. En première ou deuxième position, troisième ou deuxième. C'est un très bon film, je le mettrais quatrième. C'est un très bon film. C'est un très bon film. Je... Bah non, je le mets troisième. Je vais mettre Rogue One et Godzilla et Zeko. Monsters en 2 pour sa poésie et The Creator en 3. C'est un film extrêmement abouti. C'est un très bon film. Je dis pas le contraire. Il m'a moins touché que les autres seulement. Mais je le mettrai quand même... Voilà, ça reste de la très bonne science-fiction. Hein. Mais j'ai beaucoup d'attachement pour Rogue One et Godzilla. Enfin, on est plus dans mes thèmes. Et, et je trouve que Monsters est à revoir. Pour le premier film, c'est quand même une vraie prouesse. Deuxième derrière Rogue One, on est peu dû aussi au fait que malheureusement Gareth Edwards a perdu de sa cote depuis le temps qu'il n'a pas fait de film. J'espère qu'il va marcher. J'espère qu'il va marcher. Au box-office, je n'ai aucune idée, les gars, de ce que ça donne The Creator depuis sa sortie. Donc j'espère qu'il va marcher. On verra, ça, vous savez quoi? On verra aussi au nombre de vues que fera Seb. Citizen Frame, hein, qui va faire une vidéo très prochainement là sur Gareth Edwards. Il va faire une vidéo sur Gareth Edwards complète en parlant aussi de The Creator dans les prochaines semaines. Et bah c'est là qu'on verra, selon le nombre de vues qu'il fait, si Gareth Edwards a toujours la cote. Parce que Seb, c'est quelqu'un qui fait toujours des vidéos au bon moment. Et tu vois en fonction du nombre de ses vues, etc. Plus encore que chez les autres, je trouve, parce qu'il y en a certains ont de la constance. Lui, tu vois, par rapport à l'engouement de certains moments et de certaines de ses vidéos, s'il y a encore de la hype pour certains sujets. Stargate, on a vu que sa communauté était encore très présente. On a vu sur Dinotopia qu'il avait fait quelques milliers de vues.
Il y a encore une petite communauté qui s'en rappelait des Noëls d'Inotopia. Moi, je serais curieux de savoir le nombre de vues qu'il va faire pour savoir si encore aujourd'hui Gareth Edwards représente quelque chose pour les gens. Au-delà simplement de la critique bateau The Creator où tu fais tes vues parce que c'est le film du moment. Là, lui, ça va être une vidéo bien plus travaillée. Comment va mon Anto? Comment ça va, Gros Tonio? Comment va Gros Tonio, Anto, évidemment, côtelette de bœuf sortie de derrière les fagots. Tous ces petits noms d'amour que je lui réserve. Petite pièce de viandasse. Comment ça va, mon Anto? On aime la bonne viande. Sachant que le film a un budget de 80 millions, 30 ou 23 millions premier week-end. Bon, c'est très bien. 33 millions de dollars sur son premier week-end. Attends, si le film a coûté 80 millions, c'est très bien. Ça va en vrai. Il le mettrait à l'égalité avec Godzilla pour la deuxième place. Faut voir dans 3 mois quand il aura mûri. Attends, de quoi? Le film, tu veux dire? J'ai peut-être perdu le fil. Je suis calé, peut plus bouger. Raclette du Seigneur. Une raclette des enfers. Il a beau faire 30 degrés en octobre. Anto, dès que ça peut être le 15 décembre pour une raclette, on s'en fout. Enfin, Anto, vous lui dites une raclette le 12 juillet? Oui. Oui, pourquoi? Après, qui a dit non? Qui a précisé qu'on pouvait pas manger de raclette en juillet? Je sais pas quel temps il fait chez toi, mon Anto, là. Mais alors, putain, ici, il faisait 30, là, à Royan, aujourd'hui. En 29-30. Et on est le 1er octobre. Hein. La semaine prochaine, il fera encore 25. S'il peut faire beau jusqu'à ce que je parte à Denver avec madame, c'est parfait. C'est parfait. Genre, si on peut avoir un petit 20 degrés jusqu'à ce qu'on parte, qu'on ait un petit 20 degrés à Londres et un petit 15-20 degrés à Denver, royal. Vraiment royal. Ça pourra apporter des outfits de qualité avec des petits manteaux longs, et des petits teddy. Voilà, je dis ça comme ça au hasard. Ce sera parfait. Mais ouais, pour un film de 80, et encore, voilà, ça c'est intéressant, R 2077. The Creator est un film au budget de 80 millions de dollars. On est très loin des 200, 250 millions, même 150 millions de certains films. Une qualité visuelle, esthétique et tourner dans des décors authentiques comme ça et avoir autant d'idées de richesse visuelle et de créativité là-dedans pour 80 millions, merci Gareth Edwards. Merci Gareth Edwards. Il n'y a pas beaucoup qui le feraient, ça. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui le feraient. Pas avec cette qualité-là, en tout cas. Très clairement pas avec cette qualité-là. Il y a mon truc d'abonnement qui s'emballe. On était à... Ah bah non, peut-être pas alors. Ah bah non, c'est... Bah, je vais dire qu'il s'emballe. On était... Ah bah non, si. On est à 180. Non, on est à 180. Non, j'ai rien dit. J'allais dire, il y a mon seuil d'abonnement. On était à 190. On est redescendu à 179 par rapport aux abonnements du mois dernier. Et là, on vient de remonter à 180. Bah, on est remonté à 180, c'est bizarre. Et au final, bah non, parce que c'était... J'ai lu avant de voir que Anto avait offert son 130e mois déjà sur la chaîne. Merci beaucoup, mon Anto, ça fait hyper plaisir. Anto, il est solidement en 8e position. Là, attention, le mec déconne plus. 130 abonnements déjà offerts sur la chaîne. Merci beaucoup. On est à 180 quand on est repassé à 20... On est repassé à 20 abonnements, de repasser la barre des 200. Mais évidemment, il y a eu les abonnements du mois dernier qui se sont effacés par rapport à ceux de ce mois-ci. Donc on en a perdu 10 tout à l'heure, on était à 190. Merci infiniment, mon Anto, ça fait plaisir d'offrir ce petit sub des familles en hommage à la raclette dégustée tout à l'heure. Voilà, je vous le dis. Non, ça fait bien plaisir. Non, non, c'est à l'image de la raclette, c'est fondant, ça passe tout seul. Merci beaucoup, mon Anto. Rien à voir, mais Gareth Edwards, la station Nomade me fait penser à la station dans Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Alors, ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. J'ai pas regardé. Elle a un design qui me parlait un petit peu, moi aussi. Je me suis demandé au début si ça ressemblait pas un peu à l'espèce de vaisseau organique du film Nope. Et puis en fait, je me suis dit non, pas tant que ça. Je me suis demandé si ça ressemblait à une agrafeuse. Je me suis dit oui, mais c'est pas dans ton tiroir que t'as vu le truc. C'est vrai qu'elle a un design assez particulier que j'ai déjà aussi peut-être vu quelque part, mais quand tu compares à ce qui se fait maintenant, la qualité des effets spéciaux d'un film à 200 millions, je vais essayer de vous montrer un truc, les gars. Non, enfin de vous dire un truc. Ça va être très drôle. 80 millions de budget. 80 millions de budget pour The Creator. 220 millions pour The Flash.
Niquez vos mères. Allez vous faire enculer. Allez vous... Les gars de chez DC, là. Allez vous faire enculer. Eh, s'il te plaît. S'il te plaît, arrête. Il y a 140 millions d'écart. Gros, frère. Ils sont où? Des 220 millions. T'as filé quoi? 120 millions à Nicolas Cage? Et les autres 100 millions à la famille de Christopher Reeve? Ah, allez vous faire mettre. Eh. Putain, ça me rend ouf, ça, hein. Ça me rend vraiment ouf, hein. Ça me rend dingue. Ça me rend ouf parce que c'est exactement ça le cinéma d'aujourd'hui. On est dans le cinéma de l'instant. On est dans le cinéma du eh, tu sais quoi, vas-y, on va balancer des millions et des millions et des millions. Alors, être tout dans les effets spéciaux, là, bien dégueulasses et tout machin. Ce qui paye aussi beaucoup, là, c'est tous les effets spéciaux pour cette dope de The Flash, où forcément, il faut les payer, les trucs, là, où t'es tout en fond vert constamment, tu fais des trucs en PS2. Mais là, c'est filmé authentique, tu vois. T'as pour moitié moins de, plus de la moitié moins de budget. 80, on est à 20 millions que le film fasse 3 fois moins, hein. 80 millions pour The Creator vaut à peu près 3 fois moins que The Flash. Tu peux surtout dire la même chose à Disney. Oui, ah bah oui. Non mais oui. Oh, excuse-moi, je t'ai coupé. Disney, Disney, on peut le dire aussi, dans le sens où Disney, on est encore sur autre chose. Disney, il y a un problème particulier, bon, qui va être beaucoup à base de tout ce qui est courant wokiste, etc., de système un petit peu de bien-pensance, de nécessité ou non de refaire des reboots, des remakes, des live-action, des trucs. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. On est dans le tout de suite et le gavage extrême, et puis on prend un peu moins le temps. Et de temps en temps, quand même, t'as du Ahsoka qui est filmé pas mal sur décor réel par moment et qui a des beaux plans, tu vois. On a du Mandalorian qui teste des nouvelles technologies. On a des films Marvel qui, de temps en temps, pas beaucoup, hein, mais tentent de nouvelles choses. T'as un Eldorado ou deux par là chez Disney. Bon. Et Disney, maintenant, ils ont 20th Century Studios, donc forcément, c'est différent, machin, voilà. Bah, ce film-là hein, est 20th Century Studios. Donc techniquement, The Creator, bah, c'est aussi Disney. Ouais, c'est quand même un truc différent, mais il y a une différence entre un film 20th Century Studio à la Avatar, The Creator, etc. et un vrai film estampillé Disney, tu vois, ou Marvel, ou Star Wars, ou des conneries comme ça aujourd'hui. Star Wars, je le mets encore dans un autre contexte. Mais c'est surtout que c'est une catastrophe de voir la différence entre le nombre de dollars qui sont mis dans certaines choses et le nombre de dollars qui sont mis dans des merdes incroyables où c'est voilà, la culture de l'instant, des effets spéciaux, des trucs qui sont affreux, quoi. Et merci, mon amour de merci, mon amour de ma vie, pour ton sub offert au cousin en plus, au Nathan. Merci beaucoup, mon amour. 5 abonnements offerts déjà par madame. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça sera une partie d'une prochaine Tequila Sunrise. Ouais, mais t'auras plus de monde à aller voir The Flash. D'ailleurs, il en parle, ça, Gareth, en interview. T'auras plus de monde à aller voir The Flash. Oui, il y a peut-être plus de monde qui vont aller voir The Flash, mais d'un autre côté, ça c'est toujours le même contexte. Quelque chose qui marche. Est-ce que c'est quelque chose de bien? C'est la culture, en fait, d'aujourd'hui qui a fait ça. Bah là, c'est la culture de l'instant, c'est la culture du moment, c'est la culture du buzz. Mais est-ce que quelque chose qui marche aujourd'hui est bon? Non. Je vais même vous dire, la plupart du temps, ce qui marche, c'est mauvais, hein. Très souvent, hein. De temps en temps, t'as une exception qui cartonne, mais la plupart du temps, voilà, tu peux, voilà, comme dit Papy, avoir un film extraordinaire qui rentre même pas dans ses frais. Ou des films qui ont aujourd'hui une réputation posthume alors qu'ils s'étaient fait défoncer à leur sortie. Ça peut arriver. Là, je vois, bah, tiens, je vais pas chercher plus loin. Babylone. Alors, catastrophe au box-office. Heureusement qu'il y a l'Europe, parce que sinon c'est un scandale absolu. Il n'y a pas un film aujourd'hui, récemment, qui est capable de mieux parler du cinéma que Babylone, hormis peut-être éventuellement de Fablesman, et un ou deux autres films qui étaient sortis sur le monde du cinéma, mais il y a déjà quelques années. Babylone. Ah, t'as des films comme ça qui valent tellement plus que d'autres. Et je vais vous dire, je suis même pas sûr qu'on doive donner 220 millions à Gareth Edwards quand il nous pond quelque chose comme ça, visuellement, créativement. Les décors. Est-ce que vous avez regardé les costumes? La richesse du détail des robots, les costumes, la finition. Enfin, c'est photoréaliste sur certaines choses. C'est incroyable. Mais avec 80 millions, lui, il se dit, ok,
Peut-être pas tout miser sur des effets spéciaux, des trucs, des machins, et je vais pas faire les mêmes erreurs que des trucs à 200 millions. Moi, je pense que euh, il ne faut pas donner autant de budget à un mec comme Gareth Edwards. Il faut le laisser là-dedans parce qu'avec ça, il est capable de nous faire des trucs grandioses. Quand tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de budget, tu remarqueras que c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de yes man, hein. On y va, on bourre, c'est bourratif à gogo, mais ça veut rien dire derrière. Très bien. Et merci mon gros Tonio pour le Prime. Il régale hein, ce soir. Ça c'est là c'est encore une fois c'est la raclette qui parle là, hein. Là c'est vraiment il est allongé, quasiment mort, complètement plein, il ne sait plus ce qu'il fait. Il balance l'oseille. Merci beaucoup mon Anto, ça fait plaisir. 12e mois déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup beaucoup, ça fait plaisir. Arrête tes conneries, on plaisante pas avec ça, On c'est l'arrête grave. Ce qui vient de se passer Ah. ici, c'est pas vrai. Anto, il est arrivé. Littéralement, il a posé les attributs sur la table. Il a fait frérot, tu te souviens de qui je suis ou pas? Genre, est-ce que tu te rappelles? Tu vois les 135 abonnements là? Voilà, merci. Ok? Très bien. Merci beaucoup, mon Anto, pour les 5 abonnements offerts en plus du resub, c'est champagne, c'est caviar. On est à 184, encore 16 abonnements avant les 200. Alors là, le problème, c'est que ça redescend, effectivement, souvent. Étant donné qu'on a les abonnements du mois dernier qui partent au fur et à mesure, hein. Les abonnements sont renouvelés. Un abonnement, par exemple, qui a été offert le mois dernier, là maintenant qu'on est le premier, s'il a été offert le premier du mois dernier, il est annulé. Si la personne à qui on a offert le sub ne l'a pas renouvelé, c'est normal. Mais du coup, on est toujours à 184 et c'est énorme. Et merci beaucoup, mon Anto, là, qui régale ce soir. Merci beaucoup, Anto. Merci R2077. Merci, madame. Merci à tous ceux qui ont lâché leur Prime aussi. Merci beaucoup pour ce soir, ça fait plaisir. Mais ouais, non, attendez, je vais revenir sur les messages que vous donniez là sur les finances. 220 millions, c'est le budget de Rogue One, il me semble. Après, là, il était sur du Star Wars. Je vais regarder, mais Rogue One, il y avait peut-être un petit peu plus à faire aussi. Là, on était sur quelque chose qui nécessitait aussi peut-être un petit peu plus d'effets visuels. Forcément, hein, donc bon. Rogue One, budget 220 millions, ouais. Estimé à 220 millions, Rogue One. Ouais, donc ça, c'est bien. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, Gareth Edwards, il est capable de manœuvrer quelque chose de beau en restant en même temps dans son style un peu semi-contemplatif, gigantesque, en prenant vraiment des belles images avec un gros budget et en même temps d'arriver à 80 millions. Moi, je persiste et signe que des réalisateurs comme ça, leur donner des budgets entre guillemets moindres, c'est pas grave, parce que ça leur permettra de faire peut-être même mieux et avec des choses extraordinaires. Maintenant, avec les Yes Man et puis les grosses firmes et tous les films à qui on donne 200 millions, c'est peut-être à eux qu'il faudrait moins donner. Pour avoir peut-être moins de production et moins de films de merde. Et peut-être, au lieu d'avoir un film de merde à 250 millions, mettre 5 fois 50 millions sur 5 bons films. Voilà. Peut-être. Moi, je préfère honnêtement, au lieu de me taper un énième reboot ou remake ou ceci ou cela d'un truc à 250 millions de dollars, à part si c'est du Cameron, forcément, tu vois, toute proportion gardée. Là, on parle de budget, il y a des films à 150, 200 millions qui sont des chefs-d'œuvre. Voilà, après, tu vois, vous comprenez évidemment où je veux en venir. Je préfère retirer une daube à 200 millions et avoir 4 bons films à 50. Des très bons films à très peu de budget, il y en a, hein. Et même dans de la SF ou dans des choses comme ça, hein. Là, la semaine prochaine, je vais aller voir Le Règne Animal. C'est un film français avec Romain Duris. Ça a l'air un peu fantastique avec des créatures. Ça a l'air très bien fait visuellement. Et ça n'a pas 200 millions de budget. Après, il faut voir s'ils transforment ça en drame franco-français, un peu, bon, soporifique, ou si c'est très cool, un peu comme avait fait La Nuée, un peu comme avait fait La Brume. Je ne sais plus si c'était La Brume ou juste Brume, ou comme des films comme ça, voilà, de fantastique. En France, on est très bon dans les films de fantastique et un peu dans la SF, les films d'horreur. Il faut voir ce que ça va donner, mais je suis curieux de ce truc-là. Le classement box-office mondial all-time, 86% des films sont éclatés au sol. La différence entre un film comme The Creator et un CBM, c'est que chez les CBM, il y a zéro passion, c'est tout. Oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Après, il faut voir en fonction de ce que tu trouves mauvais. Classement box-office mondial all-time, 90% des films éclatés au sol, sachant que déjà, tu as quand même encore du Jurassic Park qui trône dedans, du Titanic, du Avatar, il y a quand même des productions qui ont un cœur. Ça, papy, tu peux pas dire. Alors, si on prend. On va regarder le box-office all-time cinéma. Mais on va regarder. Liste des plus gros succès au box-office mondial, on va voir. Et puis après, il y a les inflations, les trucs comme ça, etc. Bon, oui, il y a toujours des choses qui sont à remettre dans leur contexte. Là, on a Avatar. Avatar, honnêtement, pour moi, film de cœur.
Avengers Endgame, bon, ok. Avatar, la voix de l'eau. Titanic. Star Wars, le réveil de la force. D'accord, bon, pas terrible. Avengers Infinity War. Ça, pour moi, honnêtement, par rapport à ce que ça a apporté à l'univers du super-héros, c'était quand même un film. Moi, je trouve que c'était plutôt. Je le mets pas dans la catégorie des hontes. Spider-Man No Way Home. Bon, là, ok. Jurassic World. C'était la reprise des années après. Moi, je vais pas me plaindre. Je trouve que c'est un film qui a une âme. Le Roi Lion, non. Avengers, non. Fast 7, non. Top Gun Maverick. Pas trop mal. La Reine des Neiges, non. Barbie. Barbie, 14e. Barbie est le 14e plus gros succès de tous les temps déjà. Ah ouais. Avengers, l'ère du Coutron, Super Mario Bros, Black Panther, Harry Potter 2, Star Wars. Bah c'est beaucoup de licences quoi. La Belle et la Bête, de 2017, Les Indestructibles 2, Fast 8, Iron Man 3, Les Mignons. Moi je vais te dire un truc, ce qui me choque, c'est pas que là j'ai fait le top 35. Il y a Jurassic Park qui est 34e maintenant, la vache, ça va vite. Hein. J'ai connu l'époque où Jurassic Park était dit top 10, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Ça va vite. Ce qui me choque, c'est pas que dans le top 35, il y ait beaucoup de mauvais films. Il y en a pas mal, mais il y en a aussi des bons. C'est que c'est que des licences, quoi. C'est que des licences, que des suites, que des trucs, que des machins qu'on a tirés jusqu'à la moelle. Tout le temps, ouais, un peu tout le temps le même style. De temps en temps, t'as un truc style Iron Man 3 qui va sortir son épingle du jeu parce qu'Iron Man 3 est très bon et c'est très différent de ce que fait Marvel. De temps en temps, tu vas avoir un Top Gun Maverick qui est sauvetage du cinéma total. De temps en temps, t'as un Titanic ou un Avatar qui sont des précurseurs dans ce qu'ils ont fait. Ok, t'as un Jurassic Park qui est 35e qui était précurseur de Zinzin à l'époque. Sinon, oui, tu te tapes 14 Fast and Furious, tu te tapes 3 Harry Potter, tu te tapes 2 ci, 2 ça, t'as 14 Marvel. Bon, bah ouais. Ouais. Et ça, c'est symptomatique de l'ère du cinéma d'aujourd'hui. Alors, c'est pas forcément le débat, mais c'est symptomatique du cinéma d'aujourd'hui, où effectivement, on a ces mêmes soucis de donner beaucoup d'argent à faire que des reboots, que des suites, que des remakes. Et c'est pour ça que je défense The Creator avant de conclure, mais je défends The Creator parce que même si on l'a dit, hein, il y a des, voilà, il y a des phases qui sont pour moi pas forcément aussi pertinentes que d'autres. Je pense que la forme est superbe, le fond, il y avait un petit peu plus à aller chercher. Mais d'un autre côté, moi je suis fier de ces films-là parce que c'est des films qui sont des créations originales et on en a besoin. Et là-dessus, effectivement, Scorsese a raison. Je le disais hein, tout à l'heure, je disais Scorsese, il y avait de la nuance à avoir entre dire par exemple que le cinéma actuel est en train de tuer un petit peu tout ce qui se passe, les films de super-héros et tout, et tuer la culture. Il y a une nuance à avoir. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux apprécier les bonnes surprises des films de super-héros et en même temps apprécier un bon Scorsese et être capable comme moi de revendiquer un film comme The Creator qui est une création originale et vouloir plus de créations originales et trouver ça affolant que dans le top 35 des plus grands succès de tous les temps, t'es quasiment que des licences. Ça, oui. Après, il y a une nuance à avoir aussi, je pense, où tu peux apprécier certains films, où là, par exemple, je le revendique, pour moi, la trilogie des Gardiens de la Galaxie, c'est du grand space opéra et de la très bonne SF. Pour moi, oui, c'est une trilogie de grands films. C'est vraiment des bons films. Et pourtant, c'est Marvel. Toujours une nuance à avoir là-dessus. Iron Man 3 de Shane Black, beaucoup de cinéphiles hardcore détesteurs de Marvel vous diront Iron Man 3, c'est le film qui me fait regarder un film du MCU de temps en temps, tous les 10 ans. Parce que Iron Man 3, Shane Black, il a créé quelque chose de zinzin là-dedans. C'est des exceptions, mais enfin, des exceptions où tu te dis le dernier excellent film du MCU, la proposition de Werewolf by Night était sympa, mais c'est pas un film. Il y a eu Les Gardiens de la Galaxie, il y a eu Iron Man 3. Je pense que dans les prochaines années, on revalorisera peut-être un peu les Éternels. Je pense que les Éternels, il y avait quand même une volonté de faire un truc différent d'habitude. Moi, j'ai un peu d'empathie pour ce film-là, parce que c'est quand même largement au-dessus de toute la dope qu'on peut voir, clairement. Et c'est pas grand-chose, parce qu'après, sinon, il faut revenir au premier Iron Man, ou à voilà, des films comme ça. Certes, certes. Mais il y en a un peu quand même. Donc il faut avoir un minimum de nuances. Parce que moi, aimer les Gardiens de la Galaxie ne nuit pas sur ma culture. Où je suis capable d'apprécier Scorsese, qui est l'un des plus grands, si ce n'est, on pourra poser la question, du plus grand de tous les temps. Capable d'apprécier un grand Scorsese comme je suis capable d'apprécier un bon gardien de la galaxie, en mettant les choses dans leur contexte. Parce que, voilà, tu te dis, bon, bah oui, c'est difficile de te faire infiltrer, tu as des films comme ça, c'est autre chose, tu vois. Mais, mais pour revenir au budget, oui, moi, ce qui me choque, au-delà des budgets, etc., c'est de voir que sur le top 35 all-time, bah, t'as quasi pas de création originale. T'as que des suites ou des reboots ou des remakes ou des trucs. Ça, c'est affolant.
Savoir qu'on donne 220 millions à The Flash et seulement 80 à The Creator, c'est affolant. Remettons les choses dans le contexte. Gareth Edwards s'est marié, beaucoup de budget avec peu, mais je suis convaincu que si on continue à lui donner peu et qu'il fait ça, bah c'est parfait. C'est parfait. Je préfère que Gareth Edwards ait 80 millions et qu'il nous fasse un truc extraordinaire comme ça. Et puis que justement, bah, on se dise, tiens, on n'a pas mis 180 millions sur The Creator, pas besoin, Gareth Edwards est déjà un maître, bah on va mettre 2 fois 50 millions dans 2 autres films. C'est pas la faute de Gareth Edwards, c'est que justement, Gareth Edwards est tellement bon qu'avec 80 millions, il nous fait un film qui, visuellement, est extraordinaire. Il y a des choses à redire, on l'a dit en début de critique, sur le fond, mais voilà. Reste que c'est un très 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 bon film de science-fiction. Tu fais un film de MCU et un Truffaut, c'est pas parce que les gens regardent du Marvel qu'ils sont tous complètement cons et incultes dans le reste du monde. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Bah, disons que l'idée, Scorsese, c'est un peu ce qu'il dit quand il parle de culture. Qui disent que ce cinéma-là fasse du mal, qui disent que ce cinéma-là fait du mal au cinéma actuel. Oui, je pense que ça c'est vrai. C'est quand il parle de culture que là je suis entièrement d'accord avec toi, mon cœur, dans le sens où quand il parle de culture, non. Effectivement, tu peux apprécier différents films sans être le dernier des cons. Et c'est là où il faut peut-être pas. La nuance était de peut-être pas toucher à la culture des uns et des autres. Même si, culturellement, malheureusement, aujourd'hui, bah, ce cinéma-là reste un cinéma où il va falloir à un moment donné faire quelque chose. On peut pas uniquement se contenter d'avoir des reboots, des remakes, des suites, des trucs, des machins. Non, parce que ce serait alarmant. Ce serait alarmant. Très bien. On voit systématiquement, voilà, on voit systématiquement les mêmes films. Et merci mon Better Call Nils pour le Prime. Merci beaucoup, ça fait plaisir. 14e mois déjà. Comment ça va mon Better Call Nils? On critique juste le fait que c'est tout le temps les mêmes films qui sont mis en avant. On s'en branle que les films Marvel existent. Juste on met que ça en avant, sauf que le cinéma c'est pas que ça. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai. Et c'est dommage. Après, voilà. Toi, papy, tu dis la version mesurée. Toi, tu dis la version mesurée. C'est pas la première fois que Scorsese critique un peu ces films-là. Et il y a peut-être une petite nuance à avoir, mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fond, de toute façon. Hein. Que des films comme The Creator, il en faudrait plus. Des Marvel, des Star Wars, des trucs comme ça, des suites, des reboots, des remakes, il en faudrait moins. Je suis fan de Jurassic Park, je suis le premier à vous dire que je n'en veux plus. Surtout pas après Dominion. Passons à autre chose. Passons à autre chose. La manière d'avoir engendré les Spider-Man Into the Spider-Verse, c'est super, mais ça, c'est nouveau. C'est de l'animation, quand on en avait rarement fait. Ça va au-delà des codes, au-delà des... Tu vois, il y a quelque chose de différent là-dedans, et c'est ça qui rend les films super. Voilà, là, on est allé dans quelque chose où on prend ce que les gens connaissent, mais on le refaçonne. Et ça, c'est cool. Et c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faudrait. Parce que là, tu peux avoir une marge de manœuvre différente. T'as vu le combat de Cédric Doumbé? Bah alors en fait, c'est marrant que t'en parles, Anto, mais j'écrivais un message à madame, et le temps que je relève la tête, le match était fini. Du coup, j'ai rien vu. Non, ouais, si, j'ai vu les 9 secondes magnifiques de Doumbé. Bah c'était bien, hein, c'était bien. Je sais pas ce qu'a programmé RMC Découverte à partir de 23h10, parce qu'il devait être là jusqu'à minuit, donc... enfin, au moins, on a vu qu'il était présent. Ils ont fait acte de présence. En tout cas, merci à tous d'avoir été là ce soir pour ce live spécial The Creator. J'espère que ça vous aura plu. On aura fait un beau tour d'horizon. On aura divagué un peu là sur le dernier quart d'heure, mais on a fait un beau tour d'horizon du film, hein, parce que globalement, je cherche des choses à dire que j'avais pas dit, mais j'ai parlé de la mise en scène, j'ai parlé d'à peu près tout, quelques petits détails, les bons comédiens, hein, ça je l'avais dit aussi. On a fait pas mal de penchants sur le cinéma de Gareth Edwards. Non, je pense qu'on a fait une belle heure 10 sur le film, plutôt intéressante et plutôt pas mal. Puis on a divagué un peu après sur les budgets, le problème du cinéma d'aujourd'hui. Est-ce que The Creator sera un sauveur pour le cinéma d'aujourd'hui? C'est grâce à des films comme ça que le cinéma a encore de l'intérêt, il faut le dire, clairement. Parce que c'est grâce à ce genre de cinéma-là que on continue à pouvoir avoir des créations originales et de la belle SF. Donc c'est une belle création originale et c'est de la belle SF et c'est à recommander. Vraiment, parce que c'est typiquement le genre de film qu'il faut aller voir et qui fait du bien. S'il y a des petits défauts, voilà, je trouve que c'est un film qui manque un peu de corps sur la narration et quelques personnages secondaires, mais ça reste quand même de bonne facture. Je vous mets le live en rediffusion, évidemment, sur la chaîne secondaire. Très bientôt, là,
dans les prochains jours. Et puis, bah, on se retrouvera la semaine prochaine pour le planning. Et puis, pour la prochaine critique série ciné, pardon, je vais y arriver, ce sera Ahsoka la semaine prochaine. Moi, j'ai une petite idée, la société de consommation a totalement changé, TikTok, etc. Tout le monde veut tout vite, les gens ne sont plus curieux, il faut tout... Mais c'est exactement ça. C'est voilà, c'est le popcorn. Oui, c'est vrai que c'est ce que Cassel disait, ouais. Aujourd'hui, tu fais du cinéma, en fait, pour vendre du popcorn. La stat de vente de popcorn, etc. Tu vois, c'est pour voir combien de litres de popcorn, combien de soda tu vas écouler. C'est exactement ça. C'est la culture du fast-food. Même sur YouTube, c'est devenu comme ça. À l'époque où j'étais pote avec Reg et où je lui parlais encore, lui, il est devenu le youtubeur qu'il est parce qu'il m'a dit « Je vois comment est la société de consommation aujourd'hui. Les gens veulent du tout de suite. Ils veulent du fast-food. Ils veulent du fast-food. Ils veulent que les vidéos, ça sert à rien d'être travaillé. Ils veulent tout de suite. Ils les consomment, ils les jettent. » Le problème des blockbusters d'aujourd'hui et de la majorité des films d'aujourd'hui qu'on montre et dans lesquels on met comment dire, un projecteur, c'est des films comme ça. Prenez, consommez, c'est le 14e truc de machin, ou le film qu'il y a à voir, où il y a machin, où il y a ceci, où il y a cela, ou c'est le spin-off de truc, ou la suite de... Voilà, on nous oblige même limite à regarder maintenant pour pouvoir tout comprendre, et après on balance et on passe à la suite. Il y a des exceptions, comme The Creator, comme d'autres, hein. Il y a des films qui sortent actuellement qui valent la peine d'être vus. Évidemment, il y en a plein. Maintenant, le but, c'est aussi de remplir des salles, des trucs comme ça, et c'est dramatique, en fait, d'arriver dans une société comme ça. C'est pas que le cinéma, c'est aussi YouTube, c'est aussi TikTok, c'est la démocratie du scroll. Alors, le but, c'est de consommer des scrolls absolus. Par contre, regarder une vidéo de 20 minutes, c'est trop long, et puis de toute façon, tu vas apprendre des trucs, ça te sert à rien. Le but, c'est tout de suite. Ça, c'est dramatique, mais c'est la société actuelle. La société rend aussi responsable ce que devient... Enfin, non. Le cinéma... Si, la société est aussi responsable de ce que devient le cinéma. Ça, c'est évident. C'est évident. C'est une évolution, mais je pense que c'est pas une bonne évolution. Mais il reste encore... Voilà, on est venu pour parler de The Creator, on terminera avec The Creator. Il reste des bons films comme The Creator, voilà, qui sont des créations originales. Il y en a encore. C'est aussi à nous d'aller voir des plus petits films. C'est aussi à nous d'aller voir des films un peu plus ambitieux. Cette année, il y a eu de très bons films. Hein. On a Oppenheimer qui a été absolument phénoménal. On a, même si le film n'est pas parfait, on a Le Dernier Voyage du Déméter qui est assez ambitieux dans sa manière de retravailler le mythe du vampire. L'art en lui-même continuera d'exister. C'est à nous, en fait, de le mettre en avant. C'est à nous, en fait, de continuer à le mettre en avant et de tout faire en sorte pour que, peut-être qu'à un moment donné, voilà, la culture du fast-food s'arrête et puis qu'on redevienne à une culture de vraiment des choses intéressantes, pertinentes. C'est aussi à la société de faire ça. Mais c'est pareil dans tout. Cinéma, peut-être sport, ça devient beaucoup divertissement. Et puis on atteint des sommes faramineuses en sport maintenant, les transferts, les trucs, les machins, c'est pareil. Aujourd'hui, un mec qui fait une bonne saison, hop, fast-food, on va le vendre tout de suite à 100 millions, tant pis s'il flop. Voilà, ça c'est pareil un petit peu dans tout. Mais peut-être qu'on est voilà, à l'aube d'une génération où ce sera un peu mieux après. On se sera un peu mieux après. Il n'empêche, j'avais parlé de Villeneuve, Edwards, Reeves et Edwards. Ces quatre-là font toujours du grand cinéma. Leur cinéma à eux. Pas dicté par n'importe quoi. Peu importe le budget qu'ils peuvent avoir. C'est des mecs comme ça qu'il faut aller voir. C'est des mecs comme ça qu'il faut aller voir. Et je pense que l'histoire du cinéma depuis longtemps nous a prouvé certaines choses. Et il y a peut-être eu des problèmes pires ou moins pires que ça avant. Puis Hollywood s'est relevé, a répondu des trucs bien. Et on verra d'ici les prochaines années. Je vous fais des bisous. Le live sera en rediffusion sur la chaîne secondaire dans la semaine. Et le planning des prochains lives arrive très prochainement. Moi, je vais me regarder les épisodes 6 et 7 d'Ahsoka. Voilà, je suis contre les suites, les reboots, les remakes. Je regarde Ahsoka qui est le 172 millième projet de Star Wars. Insultez-moi. Ahsoka, c'est cool en vrai. Donc ça va encore. Ahsoka, c'est vraiment sympa dans le genre. Je vous fais des bisous et je vous dis... Pas demain, c'est sûr, mais à mardi. Reste à voir quand. Mais en tout cas, on se retrouve dans la semaine. Je vous fais le planning très bientôt. Des bisous.